Bonjour, docteur Sabatier. Bonjour François. On va continuer nos entretiens. Le premier entretien concernait l'ARN messager et là, on attaque la vaccination animale. Alors ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé parce en tant que non vacciné, on pensait avoir échappé à cette menace, manque de peau. Vous nous avez révélé que les animaux allaient être vaccinés avec cette technologie d'ARN messager. Est-ce que vous avez des informations déjà sur sur l'étendue actuellement de cette vaccination? Euh, oui, disons plus ou moins. Disons qu'ils développent énormément de choses en ce moment, hein, puisqu'ils veulent remplacer donc tous les vaccins actuels par des vaccins justement soit ARN messager auto-amplifiant, soit ARN messager conventionnel, soit des transamplifiants qui sont aussi en développement, et puis à point quantique de graphène. Et on sait qu'à l'horizon 2030, ça fera à peu près 500 vaccins, Combien? dont 500 500. dont 120 en médecine humaine et le reste en médecine vétérinaire. Voilà. Et on sait qu'il y a déjà beaucoup de vaccins ARN messagers. Bon, je parle de vaccins, mais en fait, ce ne sont pas. Euh, Oui. c'est la thérapie génique, hein. Donc Euh, on parle d'injection. Hmm. oui, oui, l'injection vaccinale. Bon, on sait que ça se développe. Alors, ils ont vraiment tendance à le cacher, hein. C'est-à-dire que ils l'annoncent pas clairement, hein. Et on s'aperçoit justement qu'en fait, il y a des ATU qui sont accordés et puis qui utilisent en fait ces approches, hein. Là, on sait qu'il existe déjà des vaccins ARN messager auto-amplifiants, donc chez l'homme, hein, avec le Costeb. Il y a en auto-amplifiant aussi justement le CEBA, le Response One AIHT, hein, pour l'hémagglutinine H5. Donc on sait que ça existe pour le canard, hein, puisqu'il y a 28 millions de canards qui ont été injectés avec. On sait également que l'ATU, justement l'autorisation temporaire d'utilisation qui avait été accordée à CEBA, a été renouvelée pour 2 ans en incluant les volailles. Et on sait qu'il y a des vaccins ARN messagers, souvent auto-amplifiants, euh, qui sont déjà utilisés, notamment au Canada ou aux États-Unis, voilà, contre les volailles, les ovins, les bovins, et puis même les animaux domestiques, puisqu'on sait, par exemple, que Merck, avec une plateforme qui s'appelle Sequivity, a développé des vaccins à particules d'ARN chez les animaux domestiques, notamment donc le chien, pour la grippe canine, avec l'antigène H3, donc l'hémagglutinine H3, et puis aussi pour le chat, pour le FELV, hein, la leucose féline. Euh, voilà, donc on sait que ça existe, hein. Ce sont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui s'appellent Nobivac et qui Est-ce sont que vous déjà pouvez, commercialisés. excusez-moi, est-ce que d'une manière, comment dire, simple, en tout cas accessible pour nous qui ne sommes pas Oui, scientifiques, vous pouvez nous expliquer ce que signifie auto-amplifiant par rapport oui, au vaccin qui n'était pas auto-amplifiant. Celui qui a oui, existé contre Covid n'était pas auto-amplifiant. Là, quelle est cette découverte? Est-ce que c'est une découverte récente? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'être mis au point ou ça existe depuis longtemps? Et quelle est la différence entre non auto-amplifiant et auto-amplifiant? Auto-amplifiant, qu'est-ce que oui. ça? Alors, en fait, il y a les vaccins entre guillemets ARN messagers conventionnels, qu'on appelle conventionnels, mais qui sont en fait expérimentaux. Ce sont ceux qui ont été utilisés justement pour lutter contre le SARS-CoV-2, hein, contre la Covid. Donc, ce sont les vaccins ARN messagers dits conventionnels, Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna. Mhm. Donc, en fait, un ARN messager, il a une structure particulière. Disons que, en gros, pour schématiser, il a à son extrémité, donc ça imprime une coiffe. Après, il a une région, donc une portion d'ARN qui s'appelle 5' UTR. Après, il a une autre portion, justement, qui code en fait pour l'antigène. Ça va être la protéine spike légèrement modifiée. Donc, c'est une région qui s'appelle ORF. C'est un cadre de lecture ouvert. Après, il y a une autre région qui s'appelle 3' UTR, qui va être la cible justement des ARN interférents. Et puis, il y a une queue de polyadénylation à l'extrémité 3', qui va être donc très importante parce qu'elle va déterminer quelque part la demi-vie de l'ARN messager. Donc ça, c'est la structure normale
de l'ARN messager de Comirnaty ou de Spikevax, qu'on dit conventionnel. Alors, pour les auto-amplifiants, ils existent depuis quelques temps, mais ils sont complètement expérimentaux aussi. Hein, ils n'ont jamais été Mhm. utilisés. Hein, c'est encore moins utilisé que les ARN messagers conventionnels. Mais entre la région 5' UTR et la région ORF, hein, de l'ARN messager, ils ont rajouté un morceau d'ARN qui va coder pour un complexe enzymatique qui va être en fait une combinaison de plusieurs enzymes. Hein. Donc, ils insèrent une information génétique supplémentaire qui va coder pour justement un complexe réplicase qui a un ensemble de plusieurs enzymes non structurales qui fonctionnent de concert, c'est-à-dire elles fonctionnent ensemble et elles ont une activité particulière, c'est-à-dire qu'elles ont une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Ça veut dire qu'en fait, elles sont capables de fabriquer un brin complémentaire d'ARN quand on leur présente un ARN messager auto-amplifiant. Hein. Donc, ces enzymes-là, du replicase, elles peuvent provenir de deux types de virus, soit des flavivirus, soit des alphavirus. Et actuellement, ce qui est développé, ce sont des complexes réplicases d'alphavirus. Alors, il y a trois types d'alphavirus qui peuvent être utilisés en complexe réplicase. Il y a le virus Symbis, il y a le virus de la forêt de Samiki et il y a le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et ce qui est actuellement utilisé, c'est vraiment le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Alors, il y a quatre protéines non structurales, donc NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, et elles agissent de concert. Ça veut dire que quand on vous injecte un ARN messager auto-amplifiant, qui est un ARN messager qui est très long, hein, il fait à peu près 3 à 5 fois la taille d'un ARN messager normal, parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans. Quand on vous injecte cet ARN messager, vous avez les ribosomes qui vont traduire cet ARN messager, donc la machinerie de traduction cellulaire, et qui va produire à la fois toutes les protéines non structurales du complexe réplicase, plus l'antigène, qui va être la protéine spike légèrement modifiée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un complexe réplicase fonctionnel qui va faire la copie de l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire que ça va être capable d'assembler exactement le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Et ce brin complémentaire, on dit qu'il est de polarité négative, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être traduit en protéines. Mais par contre, il va servir d'amorce au complexe réplicase pour qu'il fabrique le brin complémentaire de ce brin qui vient d'être formé. Et le brin complémentaire de ce brin qui vient d'être formé, en fait, ça correspond, il est complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, ce complexe réplicase, il va servir copie de l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, c'est ça qui est grave, c'est-à-dire qu'on vous l'injecte une fois, et après, Oui. votre organisme, en permanence, il fabrique de la Réplique, protéine spike, il plus réplique. complexe réplicase, et donc, en théorie, c'est indéfini. Bon, dans la pratique, ils disent que ça s'arrête au bout d'un mois et demi, 2 mois, mais bon, il n'y a pas de contrôle dessus du tout, quoi. Et donc, Parce c'est très que, délétère parce que c'est une machine qu'on ne maîtrise pas. Hein. ah oui, mais auto-amplifiant, auto-répliquant, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose, oui. D'accord. On parle Et, d'autoréplicatif et aussi. le but par rapport au système conventionnel, c'est quoi? Est-ce que c'est pour Alors, éviter le les but, rappels? oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Par exemple, le Spikevax, c'est 100 microgrammes d'ARN messager qui est injecté. Pour le Comirnaty, c'est 30 microgrammes pour la forme adulte, hein, ou bien alors 10 microgrammes ou 3 microgrammes suivant que c'est des enfants ou les bébés. Là, généralement, on injecte 5 microgrammes. C'est le cas, je crois, du Costeb, hein, celui qui est utilisé, qui a été accepté par l'EMA et qui est utilisé depuis quelque temps au Japon, hein, depuis fin 2023, novembre 2023, je crois. Et puis, généralement, on peut injecter 50 nanogrammes. Donc, ce sont des doses beaucoup plus faibles. Donc, ça coûte moins cher pour Big Pharma, hein, puisque c'est très rentable. Et puis, il n'y a pas besoin de rappel. Voilà. Mais c'est très, Donc, très délétère. C'est ce qu'il donc y a de pire. c'est plus dangereux que la Ah version. oui, C'est plus dangereux. que la Est-ce que version normale. Oui. C'est donc plus dangereux parce que oui. Mais on n'entend pas parler. Il n'y a que vous. J'ai pas. On n'a pas ah non, entendu non, non, parler de ce terme mais ils en parlent auto-amplifiant, pas. Hein. auto-répliquant. On n'entend pas Oui, parler ils de en ça. parlent pas. Moi j'en avais parlé dans un article dans Nexus. C'était en février, je crois 2024. Donc il y a un an et demi. J'en avais parlé déjà. Il y a à peu près un an et demi.
À l'époque, on parlait pas du tout de ce type de vaccin, mais moi, j'avais déjà alerté dessus. D'accord. J'avais parlé de ces auto-amplifiants, et puis j'avais parlé aussi des transamplifiants. Alors, les transamplifiants, en gros, c'est la même chose, Oui, c'est-à-dire que ce sont des ARN messagers qui vont coder l'un pour le complexe réplicase, toujours du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, et l'autre ARN messager va coder pour l'antigène. Alors, si c'est un vaccin anti-Covid, entre guillemets, eh ben, du coup, ça va être la protéine spike légèrement modifiée. Et ceux-là sont encore plus faciles à produire pour Big Pharma et encore moins coûteux, parce que à la place de produire un long ARN messager auto-amplifiant qui fait 3 à 5 fois la taille d'un ARN messager conventionnel et qui est délicat à fabriquer, ils peuvent faire deux ARN messagers plus courts, un qui code pour le complexe réplicase et qui pourra donc être utilisé pour n'importe quel vaccin ARN messager, et l'autre qui code uniquement pour l'antigène. Ça veut dire que dans toute leur combinaison de vaccins ARN messager transamplifiants, ils peuvent conserver donc celui qui code pour le complexe réplicase, et ils n'auront qu'à changer simplement celui qui code pour l'antigène. Et puis, il y a une troisième catégorie de vaccins donc ARN messager qui s'appelle la point quantique de graphène. la Alors là, on pointe part à point quantique de graphène. à pointe Alors, antique de graphène. à point quantique de graphène, c'est Oui. quantum dot. Ah oui, d'accord, ok. Euh, alors là c'est autre chose, hein. On part de l'acide citrique. Sur l'acide citrique, on fait une pyrolyse. On obtient donc un espèce de dérivé de graphène qui a à la fois des charges positives et à la fois des charges négatives. Sur ce dérivé, on fait une carbonisation et on obtient du graphène. Graphène, c'est comme les mines de crayon, en fait, c'est du carbone pur, hein. C'est du carbone en nid d'abeille. Et à Oui. partir de ce graphène, qui va être conducteur, eh ben, on fait réagir un réactif chimique pour fonctionnaliser ce graphène. Et généralement, on utilise le polyéthylénimine qui permet donc d'apporter des charges positives donc sur le graphène. Ça veut dire qu'on a un graphène qui va être polycationique, hein, donc extrêmement basique, hein, chargé positivement, et il va pouvoir former des ponts salins avec les ARN messagers pour accrocher les ARN messagers. Donc les ARN messagers vont s'accrocher sur ce graphène fonctionnalisé parce que, comme je vous le disais, en fait, les ARN messagers, ils sont constitués ce sont des polymères de nucléotides, donc ils sont constitués de nucléotides. Il y a 4 types de nucléotides. Chaque nucléotide a une base plus un sucre, là c'est le ribose dans le cas de l'ARN, plus un phosphate. Ça veut dire qu'à chaque nucléotide, il y a une charge négative et ça va pouvoir former des ponts salins, justement, avec les charges positives qui sont présentes sur le graphène qui a été fonctionnalisé par le polyéthylénimine. Et donc ces ARN messagers vont s'accrocher dessus. Et le problème, c'est qu'évidemment, c'est très délétère parce que le graphène, le graphène, c'est pas vraiment biocompatible. Alors on dit que l'oxyde de graphène est plus biocompatible, mais enfin c'est pas fait pour être compatible. Alors le graphène en lui-même est très conducteur, et puis après ce graphène, il peut être oxydé, hein, donc on parle d'oxyde de graphène, et à ce moment-là, il va être plus ou moins conducteur, hein, jusqu'à devenir complètement isolant. C'est-à-dire que s'il est très oxydé, il devient isolant, hein. Donc en fait, sa conductance, elle va vraiment dépendre justement de son degré d'oxydation. Alors, son degré d'oxydation, c'est quand des atomes d'oxygène se fixent dessus. Et donc, ça fonctionnalise le graphène, hein, pour avoir de l'oxyde de graphène. Alors, il y a plusieurs groupements qui peuvent se fixer dessus. Ça peut être des époxys, donc une fixation d'un atome d'oxygène avec une double liaison. Ça peut être un carbonyle avec un CO. Ça peut être aussi un hydroxyle avec un OH. Et ça peut être un carboxyle, un acide carboxylique avec COOH. Et donc, il y a plus ou moins de ces types de fonctions qui peuvent se greffer dessus et qui vont donc oxyder le graphène, qui pourra être réduit. Et donc, quand il est réduit, ben, de nouveau, il redeviendra conducteur. Voilà. Alors, Quelles est ça, les c'est une consé- approche qui est quelles très sont... dangereuse. Ah oui, quelles sont les conséquences de ce graphène alors? C'est une approche qui est très dangereuse parce que le graphène, c'est un matériau qui a des propriétés extraordinaires, hein, puisque Mhm. justement, il répond justement à des propriétés quantiques parce que il y a en fait, c'est du carbone en nid d'abeille. Et puis, vous avez les atomes de carbone sur le cycle, et puis vous en avez un qui circule sur la surface du carbone à la vitesse de la lumière, et ça lui confère en fait des propriétés quantiques. Et donc,
ce graphène, il peut être utilisé justement comme biocapteur pour stocker de l'énergie, etc. C'est un matériau qui a des propriétés vraiment extraordinaires, hein. Il est extrêmement solide, il peut être plus ou moins conducteur, on peut le fonctionnaliser avec des tas de dérivés, voilà, pour libérer des médicaments, pour les véhiculer. Donc c'est un composé qui est assez extraordinaire, mais qui en fait n'est pas biocompatible, hein, et qui Pas est très biocompatible. dangereux. Il est très dangereux. Le graphène, vous savez, le graphène, il peut être très dangereux parce que si on est exposé, par exemple, à une fréquence de 57 à 64 gigahertz, à Oui, ce moment-là, l'oxygène est attiré par le graphène parce que le dioxygène en fait capte cette fréquence, hein, cette énergie. Il y a une énergie rotationnelle qui fait qu'il se précipite en fait sur le graphène et donc dans un organisme ça peut conduire à une hypoxie. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'oxygène en fait parce que l'oxygène va directement sur le graphène alors, pour des fréquences entre 57 et 64 gigahertz. ce qui veut dire qu'un organisme dans lequel on aurait injecté du graphène, si cet organisme est exposé à des ondes nocives, enfin à des Exactement, oui, certaines c'est ça. ondes, il peut y avoir des Oui, ça conséquences peut en le mettre termes en de hypoxie. santé. Oui, C'est ça, oui, hein? on peut manquer d'oxygène, oui, c'est ça. D'oxygène. Ça veut dire que D'accord. l'oxygène va se précipiter sur le graphène et à ce moment-là, l'organisme va manquer Et ces ondes, elles sont pour c'est quel type c'est d'ondes? des ondes électromagnétiques. Électromagnétiques qui viennent de quoi? Qui peuvent venir de Ben, quel? ça peut être des ondes 5G. Alors, elles s'arrêtent avant les 60 gigahertz, hein. Oui, Euh, euh, je crois que c'est aux alentours des 40, mais bon, on n'est pas ça peut loin. monter. Oui. Et puis, il y a une question de puissance après, hein, de puissance et de temps d'exposition, hein, bien sûr. Est-ce Mais bon, ça que veut dire que le graphène, ça ah peut bah oui. être dangereux. Et alors, ces Et le vaccins, ils sont assez graphène, effrayants. d'accord. Ils Ce sont effrayants graphène, pour il quelque est. chose, Excusez-moi, je vous fais laisse terminer, pardon. c'est que c'est assez effrayant, ce graphène, parce que on peut, sur des points quantiques de graphène, activer le vaccin, entre guillemets, soit par des ultrasons, soit par un champ magnétique, soit par de l'énergie photonique, par la lumière. Voilà. Et c'est pas de la science-fiction, hein. Il y a des articles scientifiques qui montrent que c'est réalisable. Est-ce qu'il y a que ce vaccin-là qui est. Est-ce qu'il y en a. Est-ce que le graphène est utilisé dans d'autres vaccins ou que ce vaccin Ah dont ben, vous on venez de parle parler? beaucoup justement d'oxyde de graphène présent dans le Comirnaty, dans le Spikevax, hein. Alors, la présence d'oxyde de graphène n'est pas décrite dans les notices de ces vaccins, hein, qui ont été utilisés en masse donc, pour la Covid, mais il y a plusieurs laboratoires extérieurs qui ont analysé le contenu des fioles Oui, des vaccins ARN messagers, comme il y en a Spikevax, et qui détectent la présence le graphène, d'oxyde de graphène. l'oxyde de graphène. Voilà. Donc, bon. Est-ce qu'il y en a qui ont alerté, des scientifiques qui ont alerté à propos de ça? Justement, Oui, 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 enfin, ça circulait pas mal sur les réseaux. Ouais. d'accord. Alors ça, Mm. c'est quand même encore un point sur lequel on va être inquiet. Est-ce que les... Alors là, on revient à la vaccination des animaux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des... Alors déjà, est-ce que tous les animaux sont concernés? Quand je parle de tous les animaux d'élevage, j'intègre également les poissons. Est-ce qu'on peut Oui, les retrouver poissons aussi sont. Oui, oui. Les les poissons, ils poissons sont aussi? Les vaporisés. Oui, poissons oui, oui, d'élevage oui. sont aussi vaccinés. Oui, oui, oui. Donc tous Ah les oui, là, animaux, ça touche toute la chaîne alimentaire, hein. ça touche toute la Oui, chaîne c'est. alimentaire. Oui, oui. Et ça vise à Y chaque fois. compris des végétaux, hein. Alors Ça peut. justement, on y Voilà. vient. Alors, Mais déjà il y a- pour la chaîne alimentaire, pour les animaux, ça vise quel type de... Qu'est-ce qu'ils veulent empêcher? La grippe aviaire? Qu'est-ce qu'ils veulent empêcher comme maladie animale? Eh ben oui, ben c'est un peu tous les Plusieurs types. microbes que peuvent avoir les ovins, les Donc bovins. Ça balaye Ah ben ça plusieurs balayera types de tout, hein, la microbes. fièvre catarrhale, etc. Oui, oui, ça balayera absolument tout. OK? C'est fait pour remplacer tous les vaccins existants, donc humains et puis aussi vétérinaires, hein. OK. Donc il y a 500 vaccins au total. Et pour les végétaux, c'est la même chose. Contre les parasites, contre les maladies,
C'est la même Oui. chose. Alors oui, oui. Alors ils utilisent justement bah, des vaccins par exemple, pour la laitue, pour les épinards, pour le riz. Oui, oui. Bon, donc on va retrouver ça dans nos assiettes. Ah ben ça c'est clair, oui. Oui, oui. Et Est-ce que vous avez des... Alors, question, puisqu'on a déjà évoqué ce... On parlera tout à l'heure de l'objection par lequel les animaux étant cuits, tout ça, on y viendra. Mais avant, oui, j'aimerais savoir, d'un point de vue déjà social, est-ce que vous avez des exploitants agricoles, des exploitants ou des syndicats qui ont pris contact avec vous pour justement s'informer sur ces fameuses vaccinations et éventuellement effets secondaires sur leur bétail, parce qu'il va y avoir des effets secondaires sur les animaux eux-mêmes avant de nous atteindre à travers la nourriture. Donc, oui, est-ce que oui. vous avez des organismes ou des chefs d'entreprise ou des, comment dire, des sociétés qui ont pris contact avec vous pour s'informer de cette question-là? Oui, oui. Il y a une société voilà, qui gère beaucoup d'animaux, notamment une grosse partie des canards, à peu près 15% des canards, qui a pris contact avec moi. On a déjà eu un Zoom dessus, parce qu'ils s'inquiétaient justement de la vaccination ARN messager, notamment auto-amplifiant, notamment pour les canards. D'accord. Et aussi se renseigner par rapport aux animaux, aux autres animaux d'élevage, les ovins, les bovins, les volailles. Mm. Et les, Et et là, les c'est pareil. syndic- Hein, et les syndicats? non, Pas pour l'instant. non, non. Pour Euh, l'instant, j'ai juste été contacté par d'accord. une personne. Ouais. Mm. Ça, Alors, aujourd'hui, alors, il y a aussi les... Alors, vous l'avez évoqué, pour l'instant, les animaux domestiques ne sont pas encore concernés en France par cette vaccination. C'est juste aux Ils sont États-Unis. prêts. Ils sont prêts, par Ils contre. sont prêts. Donc, ça va Ah oui, bientôt ils arriver. sont prêts parce on peut les commander même sur Déjà. Internet. Hein. Ah, C'est déjà. Nobivac, oui, 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 pour le chat et le chien. Donc, il faut bien Donc, comprendre que ces vaccins, enfin, ces injections, vont également avoir des effets secondaires sur les animaux domestiques, ça va être pareil. Hein. Ça va être pareil. Ça va même être pire que ce qu'on a là, puisque ce sont des auto-amplifiants. les auto-amplifiants. Oui, 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 oui. Donc, c'est Alors, pour lutter contre, voilà, contre généralement bah, pour la volaille, ça va être la grippe aviaire. Euh, oui. donc, ça va être, ils vont utiliser les antigènes H5, les antigènes H3 aussi. Et puis, Et est-ce qu'en réalité, ça va vraiment empêcher la grippe aviaire? Ça va vraiment empêcher ces maladies infectieuses? Est-ce que ça va vraiment les empêcher? Est-ce que ça a été efficace pour les éleveurs? Est-ce qu'ils vont plus avoir de problème après ces injections? non, à mon avis, ça va être bidon. Hein. C'est-à-dire C'est que, évident. à mon avis, il n'y a aucun intérêt à injecter ces produits. Hein. Alors là, sur les canards, le problème, c'est qu'ils injectent des doses faibles. Et puis, les canards sont très vite sacrifiés, en Oui, fait. Hein. Donc, on n'aura peut-être pas le temps de voir les effets délétères sur les animaux, mais ils seront bien c'est là. ça. Ils Et sont bien après, là. voilà, quand on va consommer ces animaux, ben, le risque d'être contaminé par un complexe réplication fonctionnel, ben, il est pas nul, hein. Loin de là, hein. Alors, Il est pas nul. c'est là qu'on va aborder la seconde partie de cette vidéo, c'est-à-dire vous allez, alors peut-être pour certains ça va être un peu complexe, mais je pense que s'il y a des gens qui sont scientifiques qui nous écoutent, c'est normal que vous développiez votre principe que vous avez déjà développé à travers des articles scientifiques, c'est-à-dire comment euh, l'infection, comment les protéines passent à travers de l'animal jusqu'à la nourriture, comment ce transfert se fait. Voilà, j'essaie de m'exprimer, Oui, comment on oui. retrouve en quelque sorte ces éléments-là dans notre nourriture. Quelle est la nourriture concernée? Est-ce qu'il s'agit que la viande, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des traces dans, par exemple, je prends l'exemple du lait, des œufs, Oui, de tous les éléments. Alors ça, j'ai besoin que vous répondiez à ça. Et d'autre part, je vous ai soumis une objection que je vais lire d'un de mes abonnés. Selon les experts, quels sont les experts? Vous avez le texte également. Il est hautement improbable que l'ARN ou ses effets persistent dans la viande que nous consommons. L'ARN est une molécule fragile
rapidement dégradés par la cuisson et la digestion. Des systèmes de sécurité sont en place pour s'assurer que les composants vaccinaux ne se retrouvent pas dans les produits alimentaires. Aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré que manger de la viande issue d'animaux vaccinés à l'ARN messager présente un danger pour la santé humaine. À ce jour, aucune preuve scientifique ne montre que les vaccins ARN pour volailles représentent un danger pour les humains qui consomment leur viande. L'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, reconnaît la vaccination comme un outil valable. Donc je vous ai, Oui, ça a été rédigé par quelqu'un qui semble avoir eu oui, ces, ben, ils nous ont ces dit la même chose informations. hein, Donc pour je le vous laisse Covid. répondre à tout cela. Ben, ils nous ont dit la même chose hein, pour le Comirnaty et le Spikevax. On a vu ce que ça donnait. Hein. Ils ont dit que les ARN étaient dégradés tout de suite, que ça restait dans le muscle deltoïde. Alors, on voit il y a encore des ARN messagers qui se baladent des mois après l'injection. On détecte la présence de la protéine spike vaccinale 2 ans et demi après les injections. Ça, c'était pas prévu non plus. Hein. Ils nous l'avaient pas vendu comme ça. Hein. Donc en Exactement. fait, bon, ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. En tout cas, ils disent qu'il n'y a pas d'études qui montrent voilà les dangers, mais en fait, il n'y a pas d'études du tout. Il n'y C'est a un pas peu le d'études. problème. Hein. Et puis il n'y a pas d'études qui montrent que c'est pas dangereux. Hein. Voilà. Voilà. Donc quand ils disent, par exemple, ils nous vendaient que les ARN messagers étaient dégradés tout de suite, hein, mais en fait, ça se comporte pas du tout comme des ARN messagers naturels. C'est complètement différent. Les molécules ont été blindées. Hein. Ces ARN messagers ont été entièrement trafiqués. Ils ont été blindés Donc, comment? Ils ont bah été alors, blindés. il y a plusieurs choses. Déjà, bon, ils ont mis une longue queue de polyadénylation pour augmenter la durée de vie, donc déjà de l'ARN messager. Après, ils ont utilisé le code génétique dégénéré pour qu'il y ait le maximum de couples GC. Parce que, en fait, dans un ARN messager, il y a des couples qui se forment. C'est c'est AU et GC. Et AU, donc ce sont les bases, hein, c'est assemblé ça interagit par 2 liaisons hydrogènes. Et justement, GC, c'est 3 liaisons hydrogènes. Ça veut dire que les couples GC sont plus stables que des couples AU. Et le code génétique est dégénéré. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des triplés de nucléotides qui vont coder pour le même acide aminé. C'est-à-dire que quand les ribosomes vont lire l'ARN messager, il va y avoir des triplés différents qui vont coder pour la même perle du collier. Voyez. Et en fait, quand c'était possible, ils ont utilisé ce code génétique dégénéré pour mettre le maximum de couples GC pour stabiliser justement ces ARN messagers. Alors, ils les ont stabilisés aussi par rapport à la dégradation, justement, avec ces nanoparticules lipidiques hein, qui les protègent de Oui. la dégradation par les ARN. Donc, ils mettent Donc ils sont dedans des blindés. phospholipides. Ah oui, ils sont blindés. Oui, oui, ils les sont complètement blindés. Dans la nature de la coiffe, ils ont mis des dérivés méthyl 1 pseudo-uridine. Alors, les dérivés pseudo-uridine, en fait, ce sont des dérivés qui peuvent exister naturellement. Par exemple, ils existent naturellement dans les ARN ribosomaux, mais pas la méthyl 1 pseudo-uridine. Les dérivés pseudo-uridines, ils existent aussi dans les ARN de transfert des archées méthanogènes. Donc, ce sont des dérivés, les pseudo-uridines, qui peuvent exister déjà naturellement, sauf la méthyl 1 pseudo-uridine. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle ils ont substitué les uridines par des méthyl 1 pseudo-uridines, justement, parce que ça stimule moins l'immunité innée. Normalement, un ARN messager, c'est hyper inflammatoire. C'est-à-dire quand on l'injecte, seul, ça va provoquer une forte inflammation. Et donc, on évite cette inflammation justement en les protégeant, en les masquant par les nanoparticules lipidiques hein, qui vont protéger dans une gangue en fait ces ARN messagers. Ça va les rendre plus ou moins invisibles au système immunitaire inné, qui va pas se mobiliser ou peut se mobiliser contre eux, justement parce que ce qui va les stimuler, c'est de rencontrer un ARN messager libre. Là, il va être protégé dans une gangue. Voilà. Donc, c'est fait justement pour éviter une forte stimulation de l'immunité innée. Donc, l'immunité innée, c'est en fait notre première barrière de défense. Hein. L'immunité, elle repose sur des cellules de l'immunité innée. Donc, ça va être les monocytes, les macrophages, ça va être les cellules dendritiques, ça va être tous les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes et les cellules NK, les cellules tueuses, qui sont à l'interface avec l'immunité adaptative ou acquise. Et cette immunité innée, elle est non spécifique, elle est très puissante, notamment chez les enfants, parce qu'elle ne nécessite pas en fait de multiplication cellulaire.
Et puis, dans un deuxième temps, à peu près 4 jours après l'immunité innée, est déclenchée l'immunité adaptative ou acquise, qui va être spécifique du microbe, hein, et qui va reposer justement sur les lymphocytes B qui vont produire des anticorps qui vont être dirigés vraiment contre les antigènes d'un microbe particulier. Et puis, ça va stimuler aussi les lymphocytes cytotoxiques, hein, lymphocytes T cytotoxiques, qui vont être dressés donc à reconnaître le ou les antigènes microbiens à la surface des cellules infectées. On va Voilà. couper. Là, ça y est, il reste 1 minute, donc on coupe et on reprend Oui, la conversation. d'accord. À tout à l'heure. Oui. Ensuite. Donc, le temps passe vite, docteur Sabatier. Le temps passe vite et j'ai volontairement. Alors, il y a des gens qui vont être largués par toutes les, toutes les expressions techniques que vous utilisez, mais je les ai volontairement, je ne vous ai pas interrompu de façon à ce que si vous êtes écouté par des gens qui ont un niveau, ou tout au moins qui sont capables d'interpréter ce que vous dites, pour qu'ils aient également des billes pour réfléchir aux éléments, aux arguments que vous avancez. Je parle des arguments scientifiques. C'est pour ça. Donc, il y a une partie que que je tolère parce qu'il faut bien que ce soit étayé quand même par une argumentation étayée avec un vocabulaire technique. Et ça, on peut avoir des gens du CNRS qui nous écoutent, on peut avoir des gens et pour qu'on comprenne bien que vous avancez des hypothèses et des thèses qui sont structurées avec toute une architecture, je dirais, scientifique, crédible, nous ne sommes pas capables de valider, évidemment, quand on n'a pas ce niveau et cette connaissance. Mais c'était pour... je précise ça à l'intention de mes auditeurs en disant, bah oui, mais là, je suis largué. Oui, on va de la vulgarisation, on parle simplement dans le langage courant, mais parfois on laisse un espace aussi pour la technique parce que on peut être écouté par des gens qui ont le niveau pour comprendre et également il est nécessaire d'avoir malgré tout des explications techniques, même si on ne suit pas, parce que à partir du moment où on a un média qui s'adresse à tout le monde, il faut faire comprendre que bah, on a des éléments crédibles en termes de science pour justement justifier ce que vous êtes en train de démontrer. Alors, moi, je vais vous recentrer, donc, vous avez fait cette démonstration-là parce que il est important moi, ce que je reprends comment dire, les, les éléments qui sont transmis dans le vaccin, les éléments qui sont transmis dans ce vaccin avec technologie ARN messager sont blindés. Vous dites qu'ils ont été blindés par tout Oui, ce que vous avez évoqué. Donc, ils vont justement, le fait d'être blindés, c'est ce blindage qui va faire ils vont passer ces étapes de ce qu'on a, de la cuisson ou de la digestion, parce que certains prétendent qu'en digérant, bah, il y a une acidité qui va détruire. Vous dites, vous, non, elle va pas être détruite. Et puis elle est muqueuse, parce qu'avant que ça tombe dans le, oui, ça peut, je veux dire, avant que ça tombe dans l'intestin, j'ai vu, vous aviez expliqué que ça peut aussi euh, bah, nous, on peut être corrompu par la muqueuse, c'est-à-dire avant même que oui, ça soit dans l'indigestion. Et puis la cuisson. Donc j'attends des explications là concernant cette argumentation concernant la digestion et également la cuisson, la fameuse cuisson qui doit oui. détruire ces ARN messagers. Voilà. Alors, comme je disais, les ARN messagers, généralement, commencent à être détruits à une température de 65 degrés Celsius. Bon. Hmm. Mais ça dépend des ARN. C'est-à-dire, ils peuvent être plus ou moins stables. Ça va dépendre de leur structure chimique et puis ça va dépendre de leur taille et de la capacité à avoir des zones qui s'apparient. Plus l'ARN messager est capable de former des zones appariées, et plus il va être stable. Et plus il est court, et plus il est stable. Et on connaît des ARN messagers qui ne sont pas dégradés à 65 degrés, mais qui sont stables pendant 10 minutes à 100 degrés, ou qui sont stables à 80 degrés pendant 65 heures. Donc ça dépend vraiment des ARN. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ces vaccins, entre guillemets, ARN messagers, vous avez des nanoparticules lipidiques. Et ces ARN messagers sont dans une gangue en fait de nanoparticules lipidiques qui, je le rappelle, en fait, sont constituées donc de cholestérol
de phospholipides, de lipides pégidés et de lipides cationiques. Puis, lipides cationiques, ce sont des lipides qui vont être très chargés, qui vont être très basiques, très chargés positivement, justement pour pouvoir piéger ces ARN messagers qui, eux, vont être des polyanions, donc très acides. Voilà. Donc, vous avez des ARN messagers qui sont donc piégés dans cette gangue. À ce moment-là, qu'en est-il de sa résistance à la dégradation, justement, thermique? Hmm. Si ça se trouve, ils sont extrêmement stables. En tout cas, il Oui. y en a une partie qui peut être très stable, justement, parce que une partie qui va être emprisonnée dans cette gangue va être stabilisée forcément par la présence d'autres molécules. Quand vous prenez le séba, les nanoparticules lipidiques, c'est quoi? Ça va être des nanoparticules d'oxyde de fer et du squalène. Et le squalène est thermorésistant. Donc, à partir du moment où les ARN messagers auto-amplifiants sont au contact du squalène et puis de l'oxyde de fer, à ce moment-là, il peut être très stable. Et ce qui se passe, c'est que quand vous mangez du magret de canard, il est rosé, donc vous ne chauffez pas beaucoup. Hein, vous Oui. mangez de la viande rosée. Donc, je veux dire, ce ne serait pas surprenant de retrouver des ARN messagers encore fonctionnels, hein, auto-amplifiants encore fonctionnels. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, ils peuvent être donc stables par eux-mêmes. Après, ils peuvent être stabilisés thermiquement par la présence justement des nanoparticules d'oxyde de fer ou autres. Après, il peut être justement stable à la dégradation par acidolyse hein, dans un milieu acide. Hein, dans l'estomac, le milieu Oui. acide, hein, il est entre pH 1 et 3. Il peut monter jusqu'à 4 quand vous faites un jeûne thérapeutique, mais c'est un milieu acide qui normalement effectivement dégrade les acides nucléiques, Hmm. comme l'ARN messager. Mais c'est pareil, cet ARN messager, bah, il est encore dans une gangue qui peut le protéger de l'acidolyse. Et ce qui a été démontré récemment avec les ARN messagers auto-amplifiants, c'est que quand ils sont introduits donc dans une cellule qui se met à produire énormément d'antigènes et de complexes réplicases, ils se forment des exosomes. Ce sont des vésicules qui peuvent être extracellulaires et on sait qu'elles sont très stables. Ces exosomes, ces vésicules donc extracellulaires, qui peuvent donc piéger justement des ARN messagers, de la protéine spike aussi, on sait qu'ils sont très stables et qui peuvent résister justement à l'acidité gastrique. Donc, il y a quand même pas mal de raisons de penser qu'on peut retrouver des ARN messagers, auto-amplifiants ou non, fonctionnels, voilà, dans Où est-ce euh, que, où est-ce que des vous, d'où vaccins. vous tenez ces informations-là? Ça a été, où sont faites ces études? Dans quel laboratoire les gens travaillent sur justement la résistance, sur ces éléments que vous avez aujourd'hui? Vous prenez où ces informations? Elles viennent de d'où? De quel pays? De quels endroits? Elles viennent d'un peu tous les pays. En fait, il faut faire de la bibliographie. Moi, j'ai beaucoup d'articles qui ont été envoyés par un professeur d'université qui travaille sur les acides nucléiques. Je ne sais pas si je peux le nommer là, mais en tout cas, il travaille sur les effets secondaires des vaccins à ARN messager Pfizer au Japon et il a des problèmes justement puisque son université veut le virer quoi. Mhm. On voit bon, qu'il a travaillé avec le professeur Miyazawa qui a été justement aussi viré de son université parce qu'il avait présenté à la télé japonaise justement une étude qu'il a faite de bioinformatique pour montrer qu'il avait travaillé donc des sous-variants d'Omicron et qu'on voyait donc la présence de tas de sous-variants d'Omicron, mais de façon vraiment caractéristique, qui correspondait vraiment à une étude de gain de fonction, hein, avec des mutations donc ponctuelles un petit peu partout le long de la structure justement bah, de la protéine spike d'Omicron. Donc on voit qu'il y avait des changements qui ont été faits, qui correspondent vraiment à une étude classique de relation structure-activité qu'on fait typiquement, quoi. Moi, j'en ai fait au laboratoire en travaillant sur les toxines animales. C'est quelque chose, une approche qui est très classique, quoi. Et Mhm. donc, il a dit que ces mutants, justement, de sous-variants d'Omicron ne pouvaient pas être naturels parce que c'était trop systématique. Et là, c'était typiquement la main de l'homme qui était derrière ça, quoi. D'accord. Et donc, il a été viré de son université, qui est l'université de Kyoto, justement, parce qu'il a annoncé ça à la télé japonaise. Ouais. Voilà. Donc, en fait, bon, ceux qui travaillent là-dessus ont des problèmes. Alors, pour répondre plus précisément donc à votre question, c'est qu'il y a énormément de données qui existent sur Oui. ces dérivés de nucléotides et qui ne datent pas de 2019, hein, qui sont antérieurs
à 2019. Hein. On Oui. voit des études qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, etc., qu'on peut rassembler sur des gens qui travaillent sur les acides nucléiques et qui montrent, par exemple, que les dérivés pseudo-uridines font des erreurs de traduction. C'est-à-dire que normalement, ils n'auraient jamais dû utiliser le dérivé méthyl 1 pseudo-uridine dans les vaccins à ARN messager comme Mirnati et Spikevax. Parce que les données qui étaient déjà existantes sur des dérivés pseudo-uridines montraient qu'il y avait des erreurs, qu'il y avait des erreurs de traduction. Donc on savait déjà que les ribosomes pas capables de lire correctement les triplets nucléotides et faisaient des erreurs de traduction quand il y avait un dérivé justement pseudo-iridine dans le triplet nucléotide. Et puis ultérieurement, après, dans le 6 décembre 2023, donc il y a eu cette publication de Nature qui montrait qu'en plus de ces erreurs de traduction, il y avait des décalages du cadre de lecture de +1 qui conduisait à la production d'une multitude de protéines chimères, en fait, hein, inconnues, qui étaient capables de stimuler le système immunitaire et capables donc de poser des troubles métaboliques, de causer des Vous dites que ces études existent et datent. Comment se Oui, fait-il que elles dans les existent. laboratoires, ceux qui mettent au point ces vaccins avec cette technologie, même avec certains adjuvants, tout ça, comment se Oui. fait-il que ces gens-là ne tiennent pas compte de ces études préliminaires qui ont révélé justement les failles? Ben, moi, je sais pas pourquoi ils tiennent pas compte de ces études. Hein. Peut-être que le but n'est pas vraiment de soigner aussi. Hein. Hmm. Donc, peut-être le but, c'est d'avoir des produits qui ont des effets délétères aussi. Hein. Donc, à ce moment-là, le travail est bien fait. Parce que Le travail est bien là, il y a tous fait. les effets. Oui. Oui, oui, oui. Parce qu'on parle d'apprentis sorciers. Moi, c'est ce que je pensais. Hein. Sincèrement, au début, je me suis dit, c'est pas possible. Ils sont pas au courant que ces molécules sont dangereuses, sont problématiques. Et puis avec le temps, avec le recul, quand on analyse la tête froide tout ce qui se passe, on commence à se poser des questions sérieuses. Question. Est-ce que le but est réellement d'avoir des molécules qui vont protéger contre la Covid? Voilà, on peut se poser des questions, d'autant plus que là, il y a une vaccination à outrance qui est lancée avec des tas de rappels, qu'on pousse les ARN messagers auto-amplifiants qui sont les plus dangereux de tous, euh, voilà, qu'on censure en fait les effets délétères, qu'on censure un petit peu tout ce qui concerne justement des effets néfastes de Est-ce que ces vous ARN avez, messagers. docteur Sabatier, puisqu'on Oui. évoque cette question de censure et de marginalisation, comme le professeur que vous avez nommé là au Japon, est-ce que vous-même vous vous sentez marginalisé au sein de de la structure dans laquelle vous travaillez, au CNRS? Ah oui, on est quand même considéré comme un pestiféré. Oui, oui, oui. Alors bon, les gens c'est vraiment un sujet tabou quand même. Hein. D'accord. Bon, il y a tellement je veux dire, on voit dans le milieu médical, il y a déjà tellement de répression avec l'ordre des médecins, etc., que les scientifiques veulent pas trop s'aventurer, justement, dans. Est-ce que vous sentez dans le milieu professionnel où vous êtes, est-ce que vous sentez un soutien ou une solidarité de vos confrères ou plutôt une mise à l'écart? Une mise à l'écart, hein, oui, Hmm. une mise à l'écart. Hein. Alors, il y a certaines personnes qui disent rien de spécial. Hmm. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont compris qu'il y a vraiment des problèmes avec ces injections vaccinales à ARN messager, mais qui n'en parlent pas. C'est vraiment un sujet tabou. Mais pourtant, si on vous écoute et on prend au sérieux ce que vous dites, parce que soit on le prend au sérieux, ou soit on le prend pas au sérieux, mais si on le prend au sérieux, ça fait peur. Parce que Oui, oui. ça De veut toute dire façon, moi, qu'on j'ai va rien retrouver. inventé. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur parce que ça veut dire qu'on va retrouver dans nos assiettes, et on parle bien de contamination dans notre langage à nous, dans nos assiettes, c'est-à-dire qu'on va retrouver ces ingrédients-là, même dans les œufs, dans les Ah ben produits oui, oui. dérivés, Ah dans les ben, pays dérivés, le lait, les œufs, etc. On est bien d'accord. oui, oui, tout à fait, tout à fait. On a détecté de l'ARN messager vaccinal dans le lait maternel. Hein. Il y a des études qui montrent, notamment qui ont été faites chez la souris, qui montrent que quand on injecte une souris avec un vaccin entre guillemets à ARN messager de Pfizer, eh ben on retrouve, on voit que l'ARN messager est capable de passer la barrière placentaire et est capable
d'activer le système immunitaire en fait du fœtus. Hein. On voit une activité du système immunitaire à la fois passive et active. Ça a été décrit récemment. Donc on sait que c'est capable de passer. Hein. Alors donc alors c'est là qu'on arrive à des, enfin, il y a quelque chose il y a une forme de logique. Si on a cette menace, c'est-à-dire que à travers toute la production alimentaire, si on se retrouve avec cette menace, ça veut dire que potentiellement, vos enfants, nos amis, les gens qui nous entourent et nous-mêmes peuvent être touchés. Donc, je ne comprends pas pourquoi on laisse faire ça même par une forme de lâcheté. On ne veut pas aller contre une forme de doxa qui est actuellement semble s'imposer. Parce que là, pour le coup, il s'agit de nous tous. C'est-à-dire apparemment, ceux qui ont des enfants devraient être concernés par cette question. Et pourquoi il n'y a pas plus de mobilisation, étant donné qu'on est tous concernés? C'est pas comme si certains allaient passer au travers, on va tous être concernés par ça. Oui, mais c'est Cette parce qu'il y a, logique, cette cohérence je ne comprends pas. Il y a un manque de mais c'est parce cohérence. que, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Je veux dire, dans Oui. tous les médias mainstream, dans tous les journaux, on dit que c'est très bien, que c'est parfait, on attribue des Oui, mais prix je parle Nobel. du milieu scientifique dans lequel vous Ouais. évoluez, vous. Eh Où ben, ils il y a sont beaucoup de aptes. scientifiques qui pensent que c'est très bien. Hein. Ah oui? Il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que c'est très bien, mais c'est parce qu'ils n'ont pas regardé les études de près. Hein. C'est que ils avalent tout cru ce qu'ils voient dans les médias. Quand on leur dit que c'est très sûr, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a des effets délétères, que bah, ils gobent tout. Mais s'ils ne sont pas allés regarder les études scientifiques, parce que quand on va regarder les études scientifiques, on peut plus tenir le même discours. Hein. Ce qui veut dire que en tant que vous êtes une forme de lanceur d'alerte, vous êtes, vous êtes pas pour l'instant, je veux dire, vous ne déclenchez pas pour l'instant une prise de conscience dans la population scientifique. Pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Bah, j'en sais rien. Disons que bon, je dis des choses. Après, je sais pas comment c'est reçu à l'extérieur. Hein. Mais on n'en parle pas hein, dans le milieu scientifique. Enfin, personnellement, on n'en parle pas. Hein. Moi, j'en ai parlé donc avec les personnes du laboratoire de virologie à Wuhan ou avec d'anciens étudiants à moi qui sont profs d'université maintenant à l'étranger, quoi, qui ont bien compris aussi qu'il y avait des problèmes. Hein. D'ailleurs, on co-signe les articles ensemble. Hein. Mais en général, les scientifiques pensent que ça fonctionne bien parce qu'ils voient des attributions de prix Nobel. Ils voient que tous les vaccins sont remplacés par des vaccins ARN messagers. On leur vend la technologie ARN messager comme étant une technologie extraordinaire. Ce qui quelque part est vrai, parce que la technologie en elle-même est extraordinaire, sauf qu'on maîtrise rien. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités énormes. Ah C'est oui? une technologie, ah oui, il y a des possibilités énormes, sauf qu'on ne maîtrise absolument rien. Voilà. On maîtrise rien, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que ça fait exactement. On est en train de développer des tas de choses sans avoir aucun recul. Et là, le peu de recul qu'on a montre que ça fonctionne pas. Et toutes les données expérimentales qui ont été obtenues à ce jour montrent que ça fonctionne pas. Normalement, ça aurait jamais dû être lancé, hein, la vaccination ARN messager. Et est-ce que vous, dans les contacts que vous avez et les connaissances que vous avez, est-ce qu'il y a un espoir du côté des États-Unis, à travers évidemment le ministère de Robert Kennedy, est-ce qu'il y a un espoir de, de révéler un peu ces questions-là, de les mettre en lumière à travers leur ministère qui semble être inquiet par ces questions-là? Est-ce Oui, que vous y avez un oui. espoir ou pas, vous? Oui, 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 il y a un espoir, mais bon, c'est pas certain parce qu'il y a quand même des signaux négatifs. Il y a des signaux positifs, hein, puisqu'ils critiquent beaucoup les vaccins ARN messagers, mais il y a quand même des signaux qui vont pas dans le bon sens. Alors, l'exemple, c'est que la FDA a accepté un vaccin justement ARN messager de Moderna contre la Covid très récemment. Alors, à la place d'avoir un ARN messager qui va coder pour la protéine spike modifiée, ça va être plusieurs ARN messagers qui vont coder pour des fragments de la protéine spike. Il y a un vaccin ARN messager auto-amplifiant contre la grippe aviaire, hein, l'antigène H3, non c'est le H5 même, qui a été donc aussi
accepté pour une procédure d'évaluation rapide, ce qu'on appelle le fast track, Mhm. donc par la FDA. Ça va pas dans le bon sens. Parce que généralement, quand une molécule obtient un fast track, comme un médicament ou un vaccin obtient un fast track, c'est pour le mettre rapidement sur le marché. Donc il y a quand même des signaux qui sont négatifs. Mais bon, je pense que de toute façon, il a une telle pression, voilà, des lobbies, il y a une telle puissance aussi de Big Pharma, et il y a des tels enjeux que peut-être il peut pas résoudre tous les problèmes, voilà, facilement et rapidement. Vous n'avez pas des échanges pour l'instant avec les autorités sanitaires là-bas Non, pour en savoir plus, non? non. Vous savez que vous êtes suivi, vous êtes écouté. Là, vous avez le numéro 2, vous me disiez, du ministère de la Santé qui vous écoute, qui Moi, vous j'ai le suit. numéro disons, de Jay Bhattacharya, quoi, le patron du NIH, mais bon, je ne lui ai pas téléphoné. Non. Mais il suit un peu ce que vous êtes en train d'éditer, non? Il suit Ben, en tout vos cas, articles. il me suit sur X. Oui, oui, Hmm. depuis longtemps, depuis 4 ans. Oui. Mais pour l'instant, il Et n'y a je pas. sais qu'il apprécie ce que j'ai publié, en tout cas. Ah, vous Ouais. savez qu'il apprécie, d'accord. Oui, ben, c'est ce qui m'a marqué. C'est ce qui vous a marqué. Mais vous n'avez pas eu de contact personnel avec lui. Pas encore. Non, pas juste par échange, mais pas au téléphone. Mais déjà, vous avez pu échanger un peu. Oui, 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 mais jamais au téléphone, jamais au téléphone. Il y aurait peut-être moyen, par ce biais-là, d'enfoncer un peu le clou, quoi. Oui, mais je pense qu'il est bien convaincu, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas besoin d'avoir le clou enfoncé. Je pense qu'il sait quels sont les problèmes. Ce qui veut Bon, dire après, il est qu'eux-mêmes sont pris dans un contexte où il y a des lobbies très forts et que c'est des ben oui, c'est questions sûr. d'influence et tout ça. Ben, c'est sûr. Quand on voit que Trump a été élu il y a un certain temps, on voit que des personnes comme Bill Gates, Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, bah, ils sont pas en prison. Hein, je veux dire, et Mhm. on sait qu'ils sont à l'origine de tous ces vaccins et de toutes ces injections, et qu'il y a eu énormément de morts liées à ces injections. Bon, on voit qu'ils sont encore en liberté, quoi. Mhm. Il y a pas mal de, de mouvements autour d'eux, mais bon, globalement, ils n'ont pas l'air d'être plus inquiétés que ça. Hein. Donc ça va pas dans le bon sens. Et puis il faut rappeler que Trump, c'est quand même lui qui a rétabli les gains de fonction en décembre 2017. Hein. Mhm. Gains de fonction qui avaient été interdits en 2014 par Obama. Donc ça va pas aussi dans le bon sens. Puisque quand il a rétabli les gains de fonction en décembre 2017, 4 mois après, il y avait un financement du programme Diffuse, qui était donc l'insertion d'acylfurine dans une protéine spike de coronavirus de chauve-souris. Un programme qui était piloté par Peter Daszak, donc à la tête de EcoHealth Science, et qui incluait donc au moins 2 laboratoires, donc l'Institut de virologie de Wuhan, en la personne de Shi Zhengli, et puis justement le laboratoire de virologie de Caroline du Nord avec Ralph Baric, qui est un professeur de virologie de cette université. On connaît même les montants, hein, 14,2 millions de dollars, donc on sait quand même beaucoup de choses hein, maintenant. Ça nous mène loin, tout ça, non? Oui, 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 ça mène Ça nous très loin. mène un peu loin. C'est presque D'autant plus, on a presque un vertige quand on entend tout ça. ben oui, Ça mais donne oui, le parce que vertige. le brevet justement sur le citrulline qu'on retrouve dans la protéine spike du SARS-CoV-2, ce brevet, le premier signataire, c'est Bancel, donc c'est le patron de Moderna, c'était le premier auteur de ce brevet. C'est un brevet qui a été qui date de 2017, mais il y a eu donc un dépôt provisionnel en 2012. Donc ça veut dire que l'histoire est ancienne quand même. Hein. Et il faut savoir que c'est un site furine qui est tout à fait atypique. C'est-à-dire c'est pas le site furine commun qu'on peut retrouver dans des microbes. Hein. Le site furine commun qu'on retrouve dans les microbes, c'est RX, K ou R et R. Et là, c'est un site qui n'a rien à voir. Hein. C'est PRRAR et puis SV. Voilà. Donc le vrai site furine qu'on retrouve dans la protéine spike, c'est justement PRRA, avec un clivage justement voilà, sur l'arginine qui après cette alanine. Euh, Ils ont peut-être des voyants qui travaillent avec eux parce qu'ils ont l'air d'avoir anticipé pas mal de choses. oui, oui, oui.
Oui, oui, c'est sûr. Donc, on peut se poser quand même des questions parce qu'on voit il y a beaucoup de choses qui étaient préparées bien avant 2019, hein. Hmm. Voilà. Donc, c'est comme ça que, en vous entendant parler, certains diront que vous êtes complotiste. À partir du Oui, moment où on oui. part sur ce terrain-là, on est fatalement C'est-à-dire, moi, je désigné constate comme simplement, hein. complotiste. Comment? Moi, je constate simplement, hein. Ouais. C'est-à-dire, ben, comme tout scientifique, on regarde des données et puis après, on en Ah tire des oui, conclusions, hein. Donc, moi, je vois ce qui s'est passé et puis quand on voit qu'on retrouve à 100% un cyclurine qui a été décrit par Moderna avant justement la crise Covid, avant 2019, bon, on peut se poser des questions. Euh, voilà, d'autant Alexandra plus qu'on ne le Orion-Code, retrouve pas. oui, elle en avait Oui, parlé, Alexandra Orion-Code, de cette oui, anticipation. On l'avait déjà évoqué. oui. Et puis elle parlait pas mal de la possibilité donc d'une rétrotranscription, d'une intégration de l'information génétique de la protéine spike, euh, voire du génome du virus, hein, dans le cas d'une infection naturelle, dans le génome humain, ce qui semble être le cas. Ah bah, ça, c'est encore. Alors, Ça, c'est autre euh, chose. donc en conclusion, on dira que pour l'instant, on a que comme outil, on n'a que la médiatisation. On espère que des responsables politiques comme Dupont-Aignan, Philippot, des gens comme ça qui ont une notoriété vont relayer cette information-là parce que il faut absolument un moratoire sur ces vaccinations qui s'adressent aux animaux. Nous, pour l'instant, nous ne sommes pas obligés de nous faire vacciner, donc c'est déjà une bonne chose, mais malheureusement, par les animaux, on risque d'être impacté alors qu'on a évité déjà pour l'instant la vaccination directement. Alors, on a la médiatisation. Moi, je suis à mon niveau, c'est tout petit, mais vous avez des contacts avec Dupont-Aignan, Philippot, qui, je pense, vont essayer de relayer votre message. Enfin, j'ai pas de contact particulier, hein. Je veux dire, c'est la première fois que j'ai rencontré. Mais oui, c'est bien que ce soit relayé, quoi, parce que là, je crois qu'il est temps de prendre conscience qu'il y a un danger justement avec la vaccination ARN messager des animaux d'élevage et C'est puis ça. domestiques aussi, hein, parce que les animaux domestiques, les chiens et les chats, ça va être comme pour nous, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes, hein, ça c'est certain, parce qu'en plus, ce sont des vaccins ARN messager auto-amplifiants. Donc, ce En sont plus, clairement les pires. les Ah oui, pires. ah oui, Et c'est donc, on clairement les va pires. avoir tous les symptômes que dans ma première vidéo, vous aviez évoqués. On va les retrouver également sous cette forme-là. On va Oui, retrouver les oui, mêmes symptômes. oui, Les mêmes oui, symptômes avec les différentes zones du corps qui sont concernées. oui. Bah, virtuellement, ça peut toucher vraiment, ça peut atteindre tous les organes et tous les tissus, puisque ça affecte, ça dérègle le système rénine-angiotensine qui est présent en fait sur tous les types cellulaires, que ce soit Oui, c'est ça. des types C'est ça. cellulaires du système nerveux, que ce soit de l'immunité, des cellules épithéliales, endothéliales, enfin tous les types cellulaires de l'organisme tous les types cellulaires sont contrôlés par le système rénine-angiotensine et ont un système rénine-angiotensine. Bon, docteur Sabatier, on va s'arrêter là aujourd'hui. On a convenu de faire plusieurs entretiens pour découper un peu en chapitres toutes les questions que vous abordez. Ce que je vous propose, c'est pour le troisième entretien, la prochaine fois, on essaiera de parler des protocoles et des vitamines, en tous les cas des solutions Oui, qu'on pourra développer et expliquer aux gens. Vous aviez évoqué la vitamine D, K3, le magnésium, enfin, le 4-2, oui, le K2, pardon, oui, parce que on oui, expliquera ça aux gens, on leur donnera des indications précises parce que vous avez expliqué que ces éléments-là peuvent éviter les oui, effets secondaires, bien tout aidé, du oui, moins. oui, oui, C'est ça, oui, hein? oui. Ben oui, surtout qu'il y a plus de 2 millions de Covid long en France, hein. Ah oui, c'est beaucoup, hein. C'est énorme, hein, oui, C'est énorme, hein. C'est énorme. oui. Donc, on parlera du Non, rôle non, de la bon, vitamine D la oui, prochaine fois, le rôle enfin, les combinaisons qu'il faut associer pour justement avoir essayer d'avoir des compléments alimentaires qui nous aident justement à traverser ces périodes qui peuvent être pour certains oui, oui. douloureuses. Et en fait, ces combinaisons, elles sont importantes pas que pour la Covid, hein. Elles sont Oui, importantes d'une manière générale pour tout ce qui va pour être tout, troubles neurodégénératifs, pour l'auto-immunité, pour les cancers, pour tous c'est les ça. troubles.
c'est ça. gastro-intestinaux, cardiovasculaires, etc. Oui. Oui, oui, ça va être bénéfique dans tous les cas. Donc il faudra qu'on consacre une émission, une, euh, une capsule consacrée à ça. Merci beaucoup pour votre participation, docteur Sabatier. Bah, merci, Et et puis merci aux auditeurs. d'accord, on vous suit. Voilà, Merci d'avoir beaucoup, écouté. même si vous nous inquiétez, mais merci beaucoup. Et puis, on se dit à la prochaine. À bientôt. À la prochaine. Merci François. Merci aux auditeurs.